Avec cette vidéo, nous entamons le chapitre consacré aux échanges et transports d'oxygène et de dioxyde de carbone. Nous l'entamons par des rappels de physique et de chimie. La pression partielle d'un gaz dans un mélange est le produit de sa fraction molaire dans ce mélange gazeux et de la pression totale générée par ce mélange. La pression partielle d'un gaz dans un mélange gazeux est aussi la pression qu'exercerait ce gaz s'il occupait le volume total occupé par le mélange. En conséquence, la pression exercée par un mélange gazeux est aussi la somme des pressions partielles exercées par chacun des gaz du mélange. C'est la loi de Dalton. Ainsi, si nous nous intéressons à l'air atmosphérique en conditions dites STPD pour Standard, Temperature, Pressure, Dry, c'est-à-dire en conditions standard pour un air sec, l'azote représente la plus grande fraction molaire, de l'ordre de 79%. Et pour une pression atmosphérique de 760 mm de mercure, la pression partielle en azote est de l'ordre de 600 mm de mercure. L'oxygène est le second constituant en importance avec une fraction et une pression partielle de l'ordre de respectivement 21% et 160 mm de mercure. Le CO2, qui nous intéresse en physiologie respiratoire, ne représente qu'une fraction infime de l'air atmosphérique et nous pouvons considérer sa pression partielle à ce niveau comme nulle. La fraction restante de l'air atmosphérique est constituée de gaz rares, dont le plus important est l'argon. La pression atmosphérique en conditions standards est donc de 760 mm de mercure. Un gaz diffuse toujours d'un compartiment où sa pression partielle est élevée vers un compartiment où sa pression partielle est plus faible, jusqu'à atteindre un équilibre. Ainsi, si nous considérons l'oxygène dans l'air atmosphérique qui représente une pression partielle de 160 mm de mercure et que nous le mettons en communication avec un volume égal d'un gaz où la pression partielle en oxygène est de 50 mm de mercure, cet équilibre se fera à une pression partielle égale à la moyenne des deux pressions partielles, car les deux compartiments ont un volume identique. Si nous avons affaire à un mélange gazeux, comme dans l'exemple décrit à l'écran d'oxygène et de CO2, chacun de ces gaz diffusera indépendamment de l'autre selon leur gradient de pression partielle respectif. Si maintenant nous envisageons la diffusion d'un gaz entre deux compartiments de volume fort différents, la diffusion se fera jusqu'à un équilibre de pression partielle au niveau de la moyenne des pressions des deux compartiments pondérées en fonction du volume des compartiments. À l'interface entre gaz et liquide, une molécule gazeuse diffuse également en fonction du gradient de pression partielle entre la phase gazeuse et la phase liquide, où ce gaz va se retrouver sous forme dissoute. À travers les tissus, et par exemple à travers la membrane alvéolo-capillaire, les gaz vont diffuser selon ces mêmes principes. Le débit d'un gaz traversant une membrane telle que la membrane alvéolo-capillaire sera déterminé par la loi de Fick que nous avons déjà discutée. Tenons compte ici du fait que le volume alvéolaire ACRF est de l'ordre de 2,5 litres pour un volume de sang capillaire pulmonaire de l'ordre de 100 ml seulement. Il existe donc un déséquilibre majeur expliquant que les échanges vont se faire entre air alvéolaire et sang capillaire pour amener la pression partielle au sein des deux compartiments autour des valeurs observées dans le compartiment alvéolaire. Examinons maintenant la diffusion des gaz au niveau des unités alvéolo-capillaires. Le sang véhiculé par les artères pulmonaires en provenance du cœur droit, appelé sang veineux mêlé, présente une PO2 de l'ordre de 40 mm de mercure et une PCO2 de l'ordre de 46 mm de mercure. Arrivé au niveau des capillaires pulmonaires, la pression partielle va s'équilibrer au niveau de la valeur de la pression retrouvée dans le compartiment alvéolaire, c'est-à-dire une PO2 de l'ordre de 102 mm de mercure et une PCO2 de l'ordre de 40 mm de mercure, l'oxygène diffusant du compartiment alvéolaire vers le compartiment capillaire et le CO2 dans le sens opposé. Ceci vaut pour une analyse considérant le poumon comme un système monocompartimental. Nous discuterons plus loin que ce modèle est insuffisant pour expliquer l'existence d'un gradient alvéolo-artériel en oxygène. Il est cependant correct pour l'analyse des échanges de CO2. Du fait des propriétés de la membrane alvéolo-capillaire, de sa grande surface et des coefficients de diffusion du CO2 et de l'oxygène,
l'équilibre de la PCO2 et de la PO2 entre les deux compartiments alvéolaires et sanguin capillaire va survenir en seulement un quart de seconde chez un sujet normal, soit largement moins que le temps de transit du sang dans les capillaires pulmonaires qui est de l'ordre de 3/4 de seconde au repos chez un sujet normal. La diffusion de ces deux gaz à travers la membrane alvéolo-capillaire n'est donc normalement pas un facteur limitant les échanges gazeux, dans le sens où l'équilibre des pressions partielles en oxygène et CO2 entre les deux compartiments alvéolaires et capillaires a amplement le temps de s'installer au cours du transit du sang dans les capillaires pulmonaires. Rappelons que les échanges gazeux ne peuvent être efficaces que s'il existe un renouvellement permanent du sang capillaire et de l'air alvéolaire grâce à la circulation sanguine et à la ventilation alvéolaire. Examinons justement comment le CO2 est véhiculé dans le sang, ce qui permet son transfert des organes périphériques vers le poumon. Le CO2 est retrouvé dans le compartiment sanguin sous 3 formes, sous forme de bicarbonate, de composés carbaminés et sous forme dissoute. Le bicarbonate représente de loin la forme la plus importante sous laquelle le CO2 est transporté au niveau sanguin. Représentant environ 85% du CO2 total, le CO2 est produit par l'ensemble des cellules de l'organisme. Il diffuse vers le compartiment sanguin et le plasma au niveau des capillaires systémiques et selon un gradient de pression partiel. Une petite quantité reste dissoute dans le plasma, l'essentiel pénétrant à l'intérieur des globules rouges. Grâce à l'anhydrase carbonique, par liaison à une molécule d'eau, le CO2 est transformé en acide carbonique, instable, qui se dissocie rapidement en un proton et une molécule de bicarbonate. Celui-ci traverse la membrane du globule rouge pour regagner le plasma où il est véhiculé dans le torrent circulatoire. Au niveau des composés carbaminés, le CO2 est lié à des protéines via un groupe azoté. L'hémoglobine est une des protéines sanguines capables de se lier au CO2. Les composés carbaminés représentent environ 10% du CO2 total du compartiment sanguin. Le CO2 dissous est responsable de la pression partielle en CO2 que l'on mesure par exemple lors d'une analyse des gaz du sang artériel. Il ne représente normalement au repos cependant que 5% du CO2 total du compartiment sanguin. Notez que les 3 contingents sanguins de CO2 sont en équilibre permanent. En ce qui concerne l'oxygène, seule une faible proportion également est transportée dans le compartiment sanguin sous forme dissoute. Cette quantité d'oxygène dissous serait d'ailleurs bien insuffisante pour assurer les besoins de l'organisme. En effet, l'organisme est peu soluble dans les liquides et en particulier dans le sang. Le volume dissous d'un gaz dans un liquide peut être connu par la formule alpha fois pression partielle, où alpha est le coefficient de solubilité. Ceci permet de calculer un volume d'oxygène dissous de 3,2 ml d'oxygène par litre de sang si on considère une pression partielle d'oxygène de 102 mm de mercure. Sachant que la consommation en oxygène de l'organisme est normalement en repos de l'ordre de 250 ml par minute, la quantité d'oxygène dissous serait donc largement insuffisante car il faudrait en effet un débit cardiaque de l'ordre de 78 litres par minute pour transporter suffisamment d'oxygène vers les tissus si nous postulons que ceux-ci sont capables d'extraire 100% de l'oxygène transporté, ce qui, nous le verrons également, est une très large surestimation. Un tel débit cardiaque dépasse bien entendu de très loin les capacités physiologiques du cœur. La solution trouvée pour transporter des quantités beaucoup plus importantes d'oxygène dans le sang, c'est une protéine transporteuse, l'hémoglobine, qui est, comme vous le savez, contenue dans les globules rouges et dont vous avez déjà étudié la structure particulière dans d'autres cours. L'hémoglobine a une capacité de transport d'oxygène de l'ordre de 1,34 ml par gramme d'hémoglobine. La concentration d'hémoglobine dans le sang étant de l'ordre de 150 g par litre de sang, si l'hémoglobine est saturée à 100%, c'est-à-dire que 100% des sites de fixation pour l'oxygène sont occupés par une molécule d'oxygène, on pourra trouver de l'ordre de 200 ml d'oxygène lié à l'hémoglobine par litre de sang. L'équilibre entre ces deux contingents est régi par la courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine, comme vous l'avez déjà étudié dans d'autres cours. Cette courbe décrit les relations existant entre pression partielle en oxygène, d'une part, saturation de l'hémoglobine en oxygène, d'autre part. Seul l'oxygène dissous est capable de traverser les membranes.
Il n'est capable de pénétrer dans la circulation qu'au niveau des capillaires pulmonaires et ne quitte la circulation vers les organes périphériques qu'au niveau des capillaires périphériques. Dans les capillaires, où la pression partielle en oxygène peut donc varier rapidement, c'est cette pression partielle qui conditionnera donc la saturation en oxygène de l'hémoglobine. À l'inverse, lorsque des vaisseaux sanguins, veines, artères contenant du sang ayant une pression partielle en oxygène et une saturation en oxygène donnée confluent, c'est la saturation en oxygène moyenne du mélange qui va déterminer la PO2 en raison de la nette prépondérance du contingent lié à l'hémoglobine dans cette situation. La relation PO2-SO2, la courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine, a une forme sigmoïde. À 100 mm de mercure, soit une valeur proche de la pression alvéolaire en oxygène, la saturation en oxygène de l'hémoglobine est de l'ordre de 98%, quasi maximale donc. Et on se trouve sur une portion presque horizontale de la courbe de dissociation. En conséquence, augmenter la PO2 au-delà de 100 mm de mercure n'augmentera guère la saturation. À l'inverse, à des pressions partielles en oxygène inférieures à 100 mm de mercure, la courbe va progressivement s'infléchir. Et à 60 mm de mercure, la saturation sera de l'ordre de 90%. Pour des pressions partielles en oxygène inférieures à 60 mm de mercure, la saturation chute encore plus significativement, et ce n'est dès lors pas un hasard si c'est au seuil de 60 mm de mercure qu'on définit l'insuffisance respiratoire hypoxémique. Car le contenu artériel en oxygène chute plus rapidement lorsque la P petit a-O2 descend sous ce seuil. Lorsque l'hémoglobine est saturée à 50%, la pression partielle en oxygène est de l'ordre de 27 mm de mercure en conditions standards. Cette pression partielle en oxygène où l'hémoglobine est saturée à 50% est aussi appelée la P50. C'est un paramètre utilisé pour décrire l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Cette affinité peut en effet varier en fonction de diverses circonstances et en particulier de modifications du milieu sanguin. Ainsi, l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène va diminuer dans les circonstances où le pH sanguin diminue, où la PCO2 augmente, ou encore lorsque la température corporelle augmente. Cette affinité diminuée se traduira par une courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine déplacée vers la droite, et donc une P50 augmentée. Ceci signifie donc qu'à une même pression partielle en oxygène, la saturation en oxygène sera plus faible. On peut aussi dire que ce sont des circonstances où l'hémoglobine est plus apte à libérer de l'oxygène sous forme dissoute, favorisant ainsi sa diffusion du sang vers les tissus périphériques. Les circonstances associées à une diminution de l'affinité sont justement celles associées à un métabolisme élevé. À l'inverse, l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène augmente lorsque le pH augmente, la PCO2 diminue, ou encore lorsque la température corporelle diminue. Cela se traduira par une P50 diminuée. Ces situations sont rencontrées au niveau de la circulation pulmonaire, là où justement il est utile que l'hémoglobine puisse capter un maximum de molécules d'oxygène. Contenu sanguin en artériel en oxygène, qui représente le volume total d'oxygène par litre de sang artériel, dépend essentiellement de la saturation de l'hémoglobine en oxygène au niveau artériel et de la concentration d'hémoglobine. Correspond au produit de la concentration d'hémoglobine et de la saturation de l'oxyhémoglobine, et de 1,34 la capacité de transport d'oxygène par gramme d'hémoglobine, auquel je dois encore ajouter l'oxygène dissous, ce qui nous amène à environ 200 ml d'oxygène par litre de sang. Connaissant la concentration en hémoglobine, on peut donc tracer une courbe P petit a-O2 contenu artériel en oxygène, tout à fait similaire à la courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine.